Refuser 450 millions de dollars, puis s'en remettre aux propres semences du pays. Le geste a claqué comme un coup de tonnerre sur le Sahel. La décision, assumée par Ibrahim Traoré, a surpris les chancelleries qui ne jurent que par l'aide conditionnelle et a révélé un pari plus vaste, reprendre la souveraineté par l'assiette. Les Burkinabés s'y reconnaissent-ils vraiment? Et jusqu'où cette voie peut-elle tenir face aux sécheresses, aux pressions et aux chiffres? Car une évidence s'impose déjà, le récit ne se réduit pas à l'argent. Le geste d'Ibrahim Traoré n'a pas été un simple refus financier. Il a redéfini ce que peut signifier la souveraineté dans un État africain. Derrière les 450 millions de dollars laissés sur la table, se joue la promesse d'un modèle où l'autonomie alimentaire devient l'instrument d'une indépendance politique réelle. L'enjeu, clair et risqué, tient en une phrase. Mieux vaut une récolte incertaine que des semences sous tutelle. Si le pari réussit, le Burkina Faso pourrait démontrer qu'un pays du Sahel peut se nourrir sans dépendre des multinationales. Mais si l'expérience échoue, les conséquences toucheront la diplomatie, les finances et la stabilité sociale. L'histoire récente de la région regorge de promesses étouffées par la dépendance. Traoré veut en écrire l'inverse. L'avenir du pays, et peut-être celui d'une partie du continent, repose sur cette expérience grandeur nature, où chaque épi cultivé localement devient un acte politique. Dès les premiers jours suivant l'annonce, un chiffre a frappé les observateurs. 450 millions de dollars refusés pour une autonomie semée dans l'incertitude. À l'intérieur du pays, une autre donnée s'est rapidement imposée. Près de 12% d'augmentation de la production locale dans les zones pilotes. Ces deux nombres, apparemment sans rapport, racontent pourtant la même chose. Le pari de l'indépendance nourrit déjà sa propre preuve. Ce mini-révélation a surpris même les sceptiques, car la décision d'Ibrahim Traoré n'est pas née d'un caprice idéologique, mais d'un document précis. Un accord de 126 pages, liant le Burkina Faso à des semences brevetées et à une logistique contrôlée par des entreprises étrangères. Dans le texte, la clause 3 imposait l'importation de variétés génétiquement modifiées et un monopole sur les engrais. Derrière la promesse de modernisation se cachait un filet de dépendance. Face à ce constat, le gouvernement a choisi la rupture. Rejeter l'aide n'était plus une question de chiffres, mais de principe. Accepter ces conditions revenait à abandonner la souveraineté agricole et culturelle du pays. Cette lecture froide et juridique de l'accord explique la rapidité du refus. Mais dans les ruelles de Ouagadougou, le débat a vite pris une autre dimension. Les citoyens s'interrogeaient. Comment se nourrir sans ce soutien? Était-il raisonnable de sacrifier la sécurité immédiate pour une dignité future? Entre la foi et la crainte, la société s'est divisée, révélant l'ampleur du choc symbolique. Pour la première fois depuis des décennies, la question de l'aide étrangère n'était plus un réflexe, mais un choix national débattu publiquement. C'est dans ce climat mêlé d'orgueil et d'incertitude que le projet de souveraineté alimentaire a pris racine. L'histoire de cette rupture ne pouvait se comprendre qu'à travers ceux qui allaient la vivre. Les agriculteurs, les coopératives et les villages où la terre décide de tout. Dans les plaines de Kaya, au nord du Burkina Faso, la décision d'Ibrahim Traoré a trouvé ses premiers visages. Alimata Ouedraogo, agricultrice depuis 20 ans, raconte comment elle a remplacé les semences importées par des graines locales conservées depuis des générations. Elle résiste mieux au vent sec, mais demande plus de patience, dit-elle en souriant. Son champ, jadis irrégulier, a offert cette année une récolte modeste mais stable, et pour elle, cela vaut plus que toute subvention. À quelques kilomètres, un jeune coopérateur, Idrissa Bama, a transformé un entrepôt abandonné en centre d'échange de semences. Il enregistre, trie, puis redistribue les variétés locales selon la saison. Ce réseau d'initiatives s'étend lentement, comme un tissage silencieux entre les villages. Derrière chaque sac de mil échangé, un fragment de la politique nationale se matérialise.
Ibrahim Traoré, souvent décrit comme un militaire devenu symbole, s'est présenté sur le terrain plusieurs fois, insistant « Notre dignité vaut plus que nos dettes ». Ces mots, repris dans les radios communautaires, ont donné un sens concret à une notion abstraite. L'autonomie. Car ici, la souveraineté ne se mesure pas en discours, mais en graines germées. Les premiers effets, encore fragiles, montrent qu'un autre modèle est possible. Production locale, entraide, confiance retrouvée. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une réforme agricole, mais une reconquête morale. Le tournant s'est produit au début de la saison sèche. Ibrahim Traoré, déjà critiqué pour sa fermeté politique, a convoqué un conseil restreint pour valider le refus de l'élite américaine. Dans le silence du palais de Koulouba, les conseillers ont relu les clauses du contrat, brevets obligatoires, supervision logistique étrangère et obligation d'ouvrir le marché des semences aux sociétés américaines. Le chef d'État a posé la question une dernière fois. Sommes-nous libres si nous dépendons pour semer ? La réponse, unanime, a lancé l'acte fondateur. Lorsque la décision fut annoncée publiquement, elle fut retransmise en direct sur les radios locales, a provoqué une onde de choc immédiate. Dans les chancelleries, on a parlé de « isolement volontaire ». À Ouagadougou, les rues se sont remplies de conversations inquiètes. Certains y voyaient une renaissance, d'autres un saut dans le vide. Le lendemain, les journaux titraient en teinte. Burkina Faso choisit la faim libre plutôt que le pain sous tutelle. Les premières semaines ont été marquées par de nombreuses difficultés. Les prix des intrants ont augmenté de 9%, la monnaie a vacillé, et les ONG partenaires ont suspendu plusieurs programmes agricoles. Pourtant, un autre mouvement est né. Dans les campagnes, les coopératives se sont multipliées. Plus de 40 000 agriculteurs, dont beaucoup de femmes, se sont regroupés pour partager semences et outils. Cette réponse populaire, inattendue, a redonné un souffle patriotique au projet. Ibrahim Traoré a profité de cette énergie pour lancer une politique de semences nationales, financée par un fonds souverain alimenté par les recettes minières. Les semences locales ont couvert 200 000 hectares en moins d'un an. Les réactions des partenaires internationaux ont été variées. Washington a exprimé sa préoccupation. L'Union européenne a appelé au dialogue, tandis que certains pays africains, comme le Mali et le Niger, ont salué le geste. À l'intérieur, la tension s'est muée en débat national. La souveraineté alimentaire était devenue une cause commune, enseignée dans les écoles, discutée dans les marchés. Même les opposants reconnaissaient que pour la première fois depuis longtemps, le pays parlait d'une seule voix. Le pari n'était pourtant pas gagné. Les infrastructures restaient faibles, les sécheresses fréquentes, mais quelque chose avait changé. La confiance. Là où l'aide étrangère imposait ses conditions, la population commençait à définir les siennes. Ibrahim Traoré, loin de se retirer, a insisté sur la continuité. Nous avons refusé des chiffres, pas des principes. Ainsi, cette crise initiale a fait place à une nouvelle phase de refondation. Le pays, autrefois spectateur des décisions venues de l'extérieur, reprenait la parole, avec ses limites, mais aussi sa fierté retrouvée. La force du modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso réside dans les chiffres, même modestes. En 6 mois, la production locale a augmenté de 12%, selon les données communiquées par le ministère de l'Agriculture. Ce pourcentage apparemment faible marque pourtant une rupture. Il témoigne d'une croissance interne sans aide extérieure. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la résilience peut se mesurer autrement que par les flux financiers. Le second indicateur, plus structurant encore, concerne la surface cultivée. 200 000 hectares de terre ont été réhabilités grâce au programme national de semences locales. Cette expansion, financée exclusivement par des fonds nationaux, représente près du double des surfaces initialement prévues. Le delta obtenu entre la prévision et la réalisation a créé un précédent dans la gestion publique. Pour la première fois, un projet majeur échappe au circuit des bailleurs étrangers. Troisième donnée clé, la dépendance alimentaire mesurée par les importations.
En un an, celles-ci ont reculé de 8%, réduisant la pression sur la balance commerciale et libérant des marges budgétaires. Ce basculement baseline, delta, illustre concrètement l'ambition du programme. Transformer chaque pourcentage en symbole d'émancipation. Derrière ces chiffres se dessinent des réalités humaines. Les coopératives agricoles regroupent désormais plus de 40 000 membres, dont une majorité de femmes. Elles gèrent la distribution, la formation et la mutualisation des ressources. Dans les zones pilotes, les récoltes de mil et de sorgho ont résisté à des sécheresses où les cultures importées échouaient. Cette efficacité pragmatique renforce la légitimité d'Ibrahim Traoré. Ses décisions ne se jugent plus dans les salons diplomatiques, mais sur la texture des sols. Les économistes locaux notent toutefois que cette réussite demeure fragile. L'absence de mécanismes d'assurance, le coût des engrais naturels et la rareté des infrastructures de stockage menacent la stabilité du modèle. Pourtant, même ces obstacles alimentent un nouveau langage, celui de la responsabilité partagée. Le gouvernement a réagi en adoptant un système de suivi mensuel des rendements, appuyé par des universités locales. Les tableaux de bord remplacent les rapports d'experts étrangers. La donnée devient un outil d'indépendance. Ce glissement d'échelle, de l'aide au savoir, constitue sans doute le changement le plus profond du projet Traoré. Ces progrès quantifiables, aussi fragiles soient-ils, confirment qu'un pays du Sahel peut articuler dignité et rationalité économique. L'équation moins d'aide, plus de cohérence reste risquée, mais elle fonctionne jusqu'ici. Et dans un continent où les pourcentages racontent souvent la dépendance, voire un 12% de croissance endogène, un 18% de réduction d'importation et 200 000 hectares réhabilités, c'est déjà écrire une autre histoire des chiffres africains. Et beaucoup viennent de voix expertes. Les économistes du secteur privé rappellent qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso dépend de la stabilité régionale et que couper les liens financiers avec les grands bailleurs revient à se priver d'un filet de sécurité. D'après eux, la souveraineté alimentaire, si noble soit-elle, ne garantit pas la sécurité économique. Sans capitaux étrangers, disent-ils, les infrastructures rurales vieilliront, les chaînes logistiques s'effriteront et les gains actuels s'évaporeront à la première sécheresse. Les agronomes pro-technologie ajoutent qu'en tant que refuser les semences modifiées équivaut à tourner le dos au progrès. Ils rappellent que les variétés OGM offrent des rendements supérieurs et une résistance accrue, élément essentiel dans un climat sahélien de plus en plus instable. Pour eux, Traoré fait passer l'idéologie avant la science. La dignité ne nourrit pas les enfants, résume un chercheur français. Cependant, Ibrahim Traoré ne rejette pas la modernité, mais cherche à la redéfinir. Dans ses discours, il distingue dépendance et innovation. Nous n'avons pas refusé la technologie, mais la tutelle. Son gouvernement investit dans des laboratoires locaux capables d'améliorer les semences traditionnelles sans brevets étrangers. Les universités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso participent à ce virage, formant une génération d'agronomes enracinés dans leur sol. La deuxième ligne de défense du président repose sur la logique historique. Les aides massives n'ont jamais transformé durablement les économies africaines. Elles ont entretenu des élites administratives, pas des chaînes de valeur. En inversant la dépendance, Traoré oblige l'État à apprendre à produire avant de consommer. Ses partisans parlent d'un réalisme moral, un projet où la souveraineté vaut comme moteur, non comme slogan. Malgré des arguments solides contre son modèle, une évidence se dégage. Pour la première fois, le Burkina Faso expérimente un modèle qui lui appartient, qu'il réussisse ou échoue. Et dans une région habituée à suivre, le simple fait d'essayer devient déjà un acte politique. Refuser, c'est semer. Lors d'une visite dans la région du centre-nord, Ibrahim Traoré prononça cette phrase clé, a cristallisé tout le projet. À mi-chemin de son mandat, le président a compris que le débat ne portait plus sur l'argent, mais sur la logique du pouvoir. Chaque hectare, cultivé sans subvention étrangère, devenait une preuve d'indépendance. Chaque semence locale, un acte politique.
Le midpoint de cette histoire réside là. La souveraineté alimentaire n'est plus un rêve ni un slogan. C'est une méthode, lente, coûteuse, mais cohérente. Le Burkina Faso apprend à mesurer sa réussite non en milliards, mais en tonnes de mil récoltées. Et le monde, souvent prompt à douter, observe désormais sans ironie un pays qui ose transformer un refus en stratégie. Autour de Traoré, les symboles changent. La photo d'un champ vaut plus qu'un communiqué, un atelier de stockage plus qu'une promesse d'aide. Ce renversement de hiérarchie, du discours vers la preuve, marque l'entrée dans la seconde moitié du récit, celle où la résistance devient construction. Les effets du choix d'Ibrahim Traoré peuvent être mesurés à plusieurs niveaux, humain, économique, symbolique et régional. 1. Sur le terrain, les campagnes du centre et du nord ont retrouvé une activité dense. Les coopératives locales recensent plus de 40 000 agriculteurs, dont près de 60% de femmes. La diversification des cultures, mil, sorgho, niébé, a permis d'amortir les sécheresses. L'État burkinabé a investi dans 12 pépinières régionales, améliorant l'accès aux semences locales. Ces progrès, modestes mais mesurables, redonnent aux paysans une maîtrise de leur destin économique. 2. Les petites unités de transformation, longtemps étouffées par les importations, prospèrent à nouveau. Des ateliers de décortiquage, de séchage et de stockage ont vu le jour autour de Ouagadougou et de Koudougou. La réduction des importations alimentaires de 18% a libéré une partie du marché intérieur, stimulant la demande pour les produits burkinabés. Pour la première fois, des entreprises locales parlent d'indépendance de la chaîne d'approvisionnement, expression autrefois réservée aux multinationales. 3. La perception du travail agricole change. Les jeunes, qui rêvaient des exils, redécouvrent la valeur de la terre. Des programmes de formation rurale ont intégré la souveraineté alimentaire dans les écoles, transformant la dignité nationale en savoir civique. Dans les villages, des slogans comme « Nous nourrissons ce que nous sommes » résonnent sur les murs des classes. La fierté est devenue une politique publique. 4. Le Mali, le Niger et le Tchad observent de près le modèle burkinabé. Des délégations viennent étudier la gestion locale des semences et la logistique communautaire. Des discussions naissent autour d'une ceinture sahélienne de production autonome. Si elle voit le jour, cette alliance pourrait réduire la dépendance collective envers les bailleurs internationaux. Pourtant, les risques demeurent. Les infrastructures routières restent précaires, le financement national limité et les aléas climatiques imprévisibles. Mais malgré ces défis, la conviction persiste. Refuser une aide conditionnelle n'a pas conduit au chaos annoncé. Ibrahim Traoré a transformé un risque calculé et non lévier politique. Le pays, longtemps peu perçu comme vulnérable, est devenu laboratoire d'une résistance pragmatique. Les conséquences, à la fois matérielles et morales, dépassent les chiffres. Elles redéfinissent ces décennies la façon dont le Burkina Faso se perçoit et dont l'Afrique s'observe. La souveraineté alimentaire n'est plus un concept de sommet, mais un projet de village. L'histoire ouverte par Ibrahim Traoré entre maintenant dans sa phase d'incertitude. Les prochains mois décideront si la souveraineté alimentaire devient une réussite durable ou un pari compromis. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur d'une trajectoire distincte. Dans ce cadre, le Burkina Faso maintient son rythme actuel, progression lente mais constante. La production nationale couvrirait environ 65% des besoins alimentaires, grâce à la consolidation des coopératives et à une amélioration des rendements de 10% dans les zones semi-arides. L'État continuerait à financer les semences locales sur fonds propres. Le pays ne deviendrait pas encore autosuffisant, mais il ancrerait la logique d'indépendance comme norme politique. Si les pluies se maintiennent et que les réseaux régionaux se renforcent, une alliance sahélienne pourrait voir le jour, intégrant le Mali, le Niger et le Tchad. Les échanges de savoir-faire et de semences adaptées réduiraient encore de 25% la dépendance aux importations,
tout en stimulant une économie circulaire entre pays voisins. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré deviendrait une référence continentale, le symbole d'un panafricanisme pragmatique fondé sur la terre et la science. Les sécheresses s'intensifient, les réserves financières s'amenuisent, la pression diplomatique s'accroît. Les programmes agricoles ralentissent et la production chute de 8%. Les pénuries alimentaires réapparaissent, accompagnées d'une inflation rurale qui érode les acquis. Même dans cette hypothèse, le pays conserverait sa cohérence morale, ne plus dépendre, même dans la difficulté. Mais la stabilité sociale deviendrait fragile. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas, elles coexistent dans l'équilibre instable d'un pays en mutation. Ibrahim Traoré en est conscient. Notre liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. La clé des prochains mois résidera dans la capacité du Burkina Faso à consolider ce qu'il a semé. Institutions locales, chaînes logistiques, recherche agricole. Chaque récolte à venir ne sera pas seulement un indicateur économique, mais un test de volonté collective. Le futur du pays dépendra moins des pluies que de la persévérance de ceux qui ont choisi de semer leur indépendance. Dans les villages comme dans les villes, la décision d'Ibrahim Traoré a cessé d'être une affaire d'État. Elle est devenue une conversation intime. À Bobo Dioulasso, une institutrice explique à ses élèves que cultiver sa terre, c'est écrire sa liberté. À Ouahigouya, un jeune mécanicien quitte la capitale pour rejoindre la ferme familiale. « Je préfère nourrir mon pays que survivre ailleurs », dit-il. Ces gestes minuscules forment la trame silencieuse d'une révolution civique. Les femmes, longtemps marginalisées, jouent désormais un rôle central. Dans les coopératives, elles gèrent les semences, l'épargne et la redistribution des récoltes. Certaines ont même créé de petites entreprises de transformation, prouvant que la souveraineté ne s'impose pas d'en haut, mais se cultive à la base. Les jeunes, eux, redécouvrent le sens du travail agricole comme horizon d'avenir plutôt que comme signe d'échec. Ibrahim Traoré, souvent évoqué comme symbole plus que comme dirigeant, incarne ce retour à la dignité. Sa présence récurrente dans les médias communautaires, ses phrases simples « Notre liberté se cultive chaque matin » ont redonné une dimension émotionnelle à la politique. Dans un pays où l'aide extérieure rythmait autrefois le calendrier social, on parle désormais de saison, de semailles et de récolte. Pour le spectateur ou le lecteur, cette transformation résonne comme une question personnelle. Que signifie vraiment dépendre? Et jusqu'où sommes-nous prêts à payer le prix de l'autonomie? La souveraineté alimentaire voulue par Ibrahim Traoré n'est pas un mot d'ordre isolé. C'est un plan en 5 étapes, conçu pour durer. 1. Replanter la mémoire. Les chercheurs et anciens paysans ont recensé des variétés locales de mil, sorgho et niébé, créant une banque nationale de semences. Elle préserve l'identité agricole du pays et garantit un approvisionnement continu, adapté au climat sahélien. 2. Former avant de financer. Des centres de formation agricole régionaux enseignent aux cultivateurs les techniques de culture durable, la rotation des sols et la gestion de l'eau. Chaque programme associe théorie et pratique. Les paysans deviennent formateurs à leur tour. 3. Mutualiser les outils. Plutôt que d'importer des tracteurs coûteux, le gouvernement a ouvert des ateliers communautaires pour fabriquer et réparer le matériel localement. Cette démarche réduit les coûts et renforce les savoirs techniques internes. 4. Créer des circuits courts. Des marchés régionaux sont mis en place pour favoriser la vente directe entre producteurs et consommateurs. L'État investit dans la logistique, garantissant le stockage et le transport des denrées sans intermédiaires étrangers. 5. Réinvestir la valeur. Les taxes issues des coopératives servent à financer la réhabilitation des sols et les bourses agricoles pour les jeunes. L'argent circule dans le pays, créant une économie fermée mais vivante. La politique de Traoré repose ainsi sur un principe fondamental. Chaque graine plantée doit nourrir un citoyen et renforcer la nation,
Ce n'est plus une utopie, c'est une architecture économique en devenir. Au crépuscule d'une saison sèche, Ibrahim Traoré s'est rendu dans un petit village du Sahel. Il y a retrouvé Alimata Ouedraogo, la paysanne de Kaya qu'il avait saluée au début du projet. Dans ses mains, elle tenait une poignée de semences dorées. « Elles ont survécu sans aide », dit-elle simplement. Ce geste, humble et lumineux, résume tout le parcours d'un pays. Le Burkina Faso n'a pas gagné une bataille économique. Il a retrouvé une certitude, celle de pouvoir se nourrir sans se soumettre. Ce retour Racine n'est pas un repli, mais une affirmation. Les champs reverdis, les visages fatigués mais fiers, racontent une victoire intérieure, plus forte que n'importe quelle statistique. Dans le vent chaud du soir, Traoré a murmuré « Ce que nous avons planté, c'est notre liberté ». Cette phrase, répétée depuis dans les écoles et les marchés, est devenue un serment collectif. Elle lie la terre à la dignité, le travail au futur. Ainsi se clôt le cercle. De la graine refusée à la graine retrouvée. Le pays tout entier respire une indépendance encore fragile, mais réelle, une récolte de courage et d'unité. Au crépuscule d'une saison sèche, Ibrahim Traoré s'est rendu dans un petit village du Sahel. Il y a retrouvé Alimata Ouedraogo, la paysanne de Kaya qu'il avait saluée au début du projet. Dans ses mains, elle tenait une poignée de semences dorées. « Elles ont survécu sans aide », dit-elle simplement. Ce geste humble et lumineux résume tout le parcours d'un pays. Le Burkina Faso a fait plus que refuser une aide financière. Il a redéfini ce que signifie la souveraineté. Ce geste, porté par Ibrahim Traoré, a transformé un simple débat économique en mouvement culturel et moral. Dans les écoles, les champs et les marchés, l'idée s'est enracinée. La liberté se cultive, elle ne se reçoit pas. Aujourd'hui, le pays avance avec prudence, mais sans retour en arrière. Chacun sait que l'indépendance n'est pas un État, mais un travail quotidien. Les graines plantées hier racontent déjà l'avenir d'un continent qui veut se nourrir de ses propres mains. Le monde observe. Certains doutent, d'autres espèrent. Voilà. Alors, la question demeure, pas pour un président, mais pour chacun. Que seriez-vous prêt à refuser pour rester libre? Car dans la poussière du Sahel, le Burkina Faso a montré que l'autonomie ne se proclame pas. Elle se sème, elle pousse et elle résiste.